Bienvenue dans l'émission Le Broker du jour. Nous avons la chance d'être avec deux spécialistes, Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro, et puis également David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis on démarre tout de suite par la séquence des Market Movers Europe. Et si on fait un petit focus sur le CAC 40, alors je suis un petit peu sur ma faim, ça commence doucement Antoine, mais peut-être que le marché pourrait se réveiller s'il y a un résultat ou quelque chose qui l'accroche, n'est-ce pas? Oui, alors c'est vrai que le CAC 40 a connu une très très belle progression maintenant depuis plusieurs semaines. On a connu 4 semaines consécutives de hausse depuis la fin mars sur le principal indice français. Et la semaine dernière, on a connu une forme de respiration. Le CAC a perdu 0,44%. Alors plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on a eu des craintes sur l'accélération de la pandémie en Asie, notamment en Inde. On a vu une flambée des cas. Et on voit aussi que le marché a réagi au projet de doublement de la fiscalité des plus-values aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden la semaine dernière. Donc ça a calmé un petit peu les marchés, même si ce projet n'est pas bien sûr voté encore par le Congrès. Mais bon, on sent que la fiscalité va augmenter aux États-Unis. Donc ça a engendré de la respiration sur le marché. En revanche, on a quand même des très bonnes publications de résultats depuis le début, sur à peu près un quart des sociétés du S&P 500 aux États-Unis. Plus de 85% des entreprises ont dépassé les prévisions des analystes, ce qui montre que, il y a une solidité très importante de la part des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe. Voilà, donc le CAC 40 poursuit toujours sa remontée. Il est plus très loin de ses anciens sommets à 6320 points. Ça devrait, à mon sens, continuer à grimper dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Très bien, il y a une belle valeur qui grimpe. Là, on est dans le domaine un peu des médias de la musique. C'est Vivendi qui a profité au premier trimestre du bond de l'activité d'Universal Music Group et d'Editis. Le chiffre d'affaires de Canal+ est resté étal de son côté. Vivendi, il a le vent en poupe en ce moment, on dirait. Oui, alors effectivement, Vivendi a le vent en poupe, puisque à l'annonce de ces résultats, le titre avait progressé de plus de 3% vendredi dernier. Alors, ce qui se passe chez Vivendi, effectivement, c'est que ceux qui tirent les revenus du groupe, c'est Universal Music, puisque Universal Music a vu son activité croître de 9,4% sur le premier trimestre. Le streaming musical continue de progresser, c'est 20% de hausse sur le trimestre. Du côté, alors vous l'avez dit, effectivement, de l'édition, c'est la filiale Editis qui a vu son chiffre d'affaires bondir de 40%. Et du côté de Canal+, on est resté inchangé. Flat à 1,3 milliard d'euros de résultats, de chiffre d'affaires. Alors, les investisseurs regardent plutôt du côté de la scission avec Universal Music, puisque Vivendi souhaite introduire en bourse à la fin de l'année donc sa pépite, et c'est vrai que, étant donné que ce dossier est en train d'avancer assez rapidement, puisqu'on envisage maintenant une introduction en bourse d'Universal Music à l'automne 2021, Vivendi a le vent en poupe et profite en fait aussi de ces bons résultats. Très bien. Allez, on passe au secteur automobile avec Renault qui essaie de reprendre du poil de la bête. Il commence à profiter de l'impact du plan de relance Renaulution. On a vu qu'au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la marque aux losanges est ressorti à 10 milliards d'euros. Certes en baisse de 1,1%, mais à taux de change comparable, il aurait été en hausse de 4,4%. Une valeur à suivre, Antoine ? Oui, alors Renault, c'est vrai que il y a du bon et du moins bon dans la publication trimestrielle. Alors on va dire du côté négatif, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le nombre de véhicules vendus est resté stable par rapport au premier trimestre 2020. Alors sachant qu'au premier trimestre 2020, on était quand même en pleine pandémie, et donc finalement un chiffre d'affaires qui reste stable, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et même comparé à 2019, le nombre de véhicules vendus a baissé de
de un tiers, hein, donc c'est quand même considérable. Et comme vous l'avez dit, c'est en raison d'un effet de devise défavorable, notamment avec le réal, le peso, le rouble et la livre turque, qui a coûté 4,3 points de croissance au groupe. Et donc c'est vraiment c'est vraiment le point noir de la publication de Renault. Du côté des bonnes nouvelles, on a l'effet prix, hein, qui est déjà visible. C'est-à-dire que le constructeur veut avant tout restaurer sa rentabilité, quitte à vendre moins, mais on assiste à une hausse des tarifs qui a augmenté sur le trimestre, qui passe à 545 millions d'euros, donc plus 6,3%. Et donc ça, c'est un élément positif. Du côté encore des éléments positifs, c'est que les stocks qui étaient très élevés à la même époque, ont baissé de 26%. Donc on voit que on a une réduction des coûts qui est jugée plus rapide que prévu. Alors quand on regarde graphiquement Renault, le titre n'a pas bien réagi à ces annonces, hein, puisqu'il est ressorti en baisse. Et on voit, alors là, je suis sur un graphique très long terme, hein, depuis 2018. Hein, donc effectivement, le titre est passé de 100 euros à 100 euros à 12,50 €. Donc c'est une très forte baisse. Mais depuis un an, on a un titre qui a quand même quasiment triplé. Même si récemment, on est revenu tester un niveau de support à 35 €. Ça, c'est vraiment un niveau qu'il ne faut pas rompre. Car si on cassait ce niveau, on pourrait aller voir plus bas, même vers les 28 €. En revanche, si on devait rebondir sur ce support, on pourrait retrouver des niveaux qu'on avait vus au mois de mars, c'est-à-dire aux alentours des 40-41 €.